Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour le podcast numéro 23. Et oui, c'est moi qui vais présenter ce podcast cette semaine puisque malheureusement Guillaume n'est pas là pour le faire cette semaine. Vous allez voir qu'il y a un petit peu de changement du côté des chroniqueurs. On a enchaîné beaucoup d'émissions en cette fin de semaine et on termine notre semaine d'enregistrement avec le podcast. Il y a les examens, etc. Donc c'est pas évident pour nous réunir. Donc on tenait tout de même à sortir ce podcast et il sortira tout de même mardi soir. Je serai accompagné ce soir par Louis. Salut Louis. Salut à toi, ça va? Ça va très bien et toi? Ça va, je suis content pour être là pour ce podcast. Ensuite il y aura Tom. Salut Tom. Salutations. Distingué. Tout à fait. Et enfin pour terminer il y aura Tamio. Et bonjour, bonsoir à tous. Décidément, ces derniers jours, on m'aura vu partout. Eh oui, c'est qu'on a besoin de toi. Heureusement que t'es là. Bon bah écoutez, j'espère que vous êtes prêts à débattre puisqu'on a énormément de choses à aborder durant ce podcast. On va comme d'habitude commencer par les news, ensuite on aura un petit débat sur le Money in the Bank, on enchaînera avec notre top 5 des matchs de Cody Rhodes et on terminera avec les questions des fans et la merveilleuse chronique que nous a préparée Louis. Allez c'est parti, on commence sans plus attendre avec les news. Alors première news que nous avons retenue cette semaine qui va concerner le match féminin, enfin la division féminine qui pourrait, d'après les rumeurs, avoir un Money in the Bank ladder match. Donc qu'est-ce que vous pensez de cette rumeur? Est-ce que vous pensez que c'est envisageable à l'heure actuelle à la WWE d'avoir un Money in the Bank ladder match pour la division féminine? Allez-y, Tom. C'est une très bonne idée que la WWE a. Ça montre que maintenant la WWE a enfin envie de faire quelque chose avec les women's maintenant, vu que ce sont plus des divas. On a enfin une nouvelle ceinture qui ressemble plus à un papillon dégoûtant. Et maintenant, cette idée de mettre un Money in the Bank ladder match est très intéressante. Maintenant, je pense que la WWE a le roster féminin capable de faire ce genre de choses. Donc oui, je suis vraiment content de voir ça et j'espère que ça se fera. Bah, ils ont le roster pour faire les choses. Malheureusement, pas en ce moment avec le nombre de blessures. Mais c'est clair que l'idée du Money in the Bank est franchement très bonne. J'aimerais beaucoup voir ça. Par contre, beaucoup moins de lutteuses que chez les hommes, j'espère. Parce que 7, ça me paraît un peu trop pour les filles. Personnellement, je vois plus un Fatal 4-Way en Money in the Bank féminin. D'ailleurs, ce serait le retour des échelles dans un match féminin parce qu'il me semble que c'était pas arrivé depuis Trish et Lita. Là, Un ladder match féminin, ouais. ça serait la première fois de l'histoire de la WWE qu'on aura un match féminin en ladder match. Ah d'accord, carrément. Bon bah voilà. C'est comme quoi la WWE continue de progresser chez les femmes. Et juste une question, c'est une source, c'est une source de la WWE elle-même, du site, ou c'est une source d'un site d'un autre Ah c'est une rumeur, hein. Y a C'est rien C'est une rumeur. d'officiel. Hein. Oui. Parce que honnêtement, j'ai vraiment du mal à y croire que la WWE ferait ça avec des women. Je sais pas, ça serait, j'aimerais bien, franchement, ça serait vraiment bien. Mais je sais pas, j'ai toujours l'habitude. On n'a jamais eu de match vraiment avec des objets et tout ça, avec des women. Et c'est vrai que mettre un Money in the Bank, ça serait, bah, on s'y attend vraiment pas et ça serait limite incroyable, quoi. On pourrait pas y croire. Mais bon, après, si la WWE venait à le faire, ça serait vraiment génial. Hmm. C'est vrai que du côté des matchs à stipulation chez les Women's, on est resté toujours très sobre. Hein. On a eu quoi? On a eu des False Count Anywhere, je crois. Des tables Sinon. match. Il y a eu des tables match aussi. Ouais. Oui, Bon, depuis Avec, bon, 2010. ouais, le avec tables plusieurs. match, j'en ai pas un bon souvenir personnellement. Dans le passé, on a eu un Steel Cage aussi. Un Pillow Fight? Énorme. Non, non. Ensuite, Mais après, c'est vrai qu'on se dit, ah, quand même, côté féminin, on n'a pas vu beaucoup d'objets et tout, mais faut quand même penser qu'on sort d'une décennie de divas, et les divas, ça a été l'enterrement des objets chez les filles, quoi. Peut-être hmm. pas une décennie de diva non plus, enfin, quand même. Bah, l'air de rien, 2006-2016. Hein. 6 ans quand même, je suis d'accord. Bon, il y a 10 ans, il y a quand même encore Melina, Mickey James quand même. Hein. Ah oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais plus vers 2010, ouais, je suis d'accord. À partir de 2010-2011, ça commence à vraiment être ce que c'était, quoi.
Alors, petit hors sujet d'ailleurs, mais c'est bizarre quand même. L'âge d'or des divas a été l'âge d'or des knockouts. Et oui, toujours. Et maintenant, c'est l'inverse. Donc au final, on va conclure sur cette news que selon nous, ce n'est pas envisageable actuellement. Ce ne sont que des rumeurs, de fausses rumeurs. Des rumeurs, ce serait bien que ça se fasse, mais c'est vrai qu'actuellement, il faut trouver les lutteuses qui sont pour pouvoir faire ça, quoi. Et je suis Mm. d'accord avec Tammy du fait que ça ferait pas beaucoup de monde non plus. 4 ou 5 grand maximum, tu peux pas faire. Avec le roster qu'il y a actuellement, tu peux pas te permettre forcément de faire un gros match. Un petit match, ça pourrait être pas mal. Mais après, peut-être pas cette année, peut-être plus l'année prochaine, je pense. Avec la Brand Extortion, ouais. C'est vrai que la Brand Extension peut apporter pas mal d'intérêt aussi à ça. C'est-à-dire que quoi, il y aurait deux Money in the Bank chez les hommes et deux Money in the Bank chez les femmes. Ah Alors, non. Non, moi, je sais pas. je verrais les choses autrement. J'aurais tendance à avoir un Money in the Bank de chaque. Ce qui fait qu'un homme de SmackDown peut cacher à Raw. Moi, je verrais plutôt ça. Faut laisser cette liberté, je trouve. Mhm. Bon, je pense qu'on a tout dit sur cette news. On va pouvoir passer à la prochaine. La prochaine news concerne Cody Rhodes qui a décidé de quitter la fédération la semaine dernière, donc et a annoncé son départ sur Twitter avec un tweet où il raconte toute son expérience à la WWE. Qu'est-ce que vous pensez de ce départ? Est-ce une bonne chose pour lui qu'il quitte la fédération? Est-ce une bonne chose pour la fédération que Cody Rhodes parte? Qu'est-ce que vous en pensez? Je peux commencer ou pas? Oui. Vas-y, Louis. Alors, moi aussi, déjà, je suis vraiment content qu'il parte. Pas parce que je l'aimais pas, justement parce que c'était un catcheur extraordinaire et la WWE ne l'a pas utilisé correctement. Pendant combien de temps? Ça fait 2008 qu'il était là, 2008-2007. Ça fait, 2000, ouais, 2008, je crois. 2007. 2007. donc ça va faire bientôt 10 ans qu'il est à la WWE et il a toujours été mal booké, à part à la période de la Legacy où ça allait bien. Et vers la fin, quand il était avec Goldust et tout ça, mais à part ça, il a toujours été mal booké avec Damien Sandow, avec son masque, avec le dashing. Voilà. C'est quelqu'un qui a eu énormément de gimmicks et c'était des gimmicks qui étaient ridicules, vraiment ridicules. Et voilà, j'étais vraiment déçu parce qu'il ne l'utilisait pas correctement. Et, et ben ils ont, voilà, je trouve que c'est vraiment bien pour lui qu'il parte, qu'il aille à un autre endroit, à la TNA ou je sais pas, qu'il soit vraiment mieux, parce qu'il mérite vraiment mieux. Et voilà, je suis vraiment déçu de la WWE avec ça. Et on voit comment ça s'est terminé avec Stardust. Et d'ailleurs, un message comme quoi il avait dit, et comme quoi il disait que soi-disant personne l'écoutait, comme quoi il en avait marre de Stardust. Il y avait JBL qui l'avait été ou tout ça. Voilà, et ça montre encore une fois que la WWE n'avait aucun plan avec lui, ne savait pas quoi en faire. Et voilà, et je suis vraiment déçu. Mais je suis content qu'il parte. Ça, c'est le côté dommage. Ils savaient pas quoi en faire. C'est les fils d'eux, c'est toujours comme ça. Soit ça va super bien marcher, soit ils vont être perdus, mais totalement. C'est en fait la fin de Stardust, je dirais surtout la fin, parce que le début, j'ai beaucoup apprécié le début de Stardust, mais la fin de Stardust, j'avais l'impression de revoir le même passage qu'avec Ted DiBiase Jr. On sait plus quoi en faire. On se dit, on peut avoir du talent entre les mains, mais on sait pas quoi en faire, on sait pas où le mettre. Du coup, son départ, personnellement, je pense aussi que c'est une bonne chose pour sa carrière, parce que c'est quand même au fond un catcheur qui mérite d'aller plus loin, qui mérite déjà d'avoir une chance de prouver qu'il peut être champion du monde. Parce que rien, même en solo, j'ai toujours pensé que Cody Rhodes était un très bon partenaire en équipe. Mais en solo, à la WWE, même pour un titre mineur, il n'a jamais eu d'énormes occasions de prouver ce qu'il valait. Parce que quand on y pense, son plus gros règne en solo, ça a été lors de sa période Undashing Cody Rhodes. Et le problème de ce gimmick, c'est que c'était le Cody Rhodes, mais totalement bridé. Il pouvait pas s'exprimer à 100%. Et pour moi, ça a été ça le problème. En solo, ils lui ont jamais donné l'occasion de prouver ce qu'il valait réellement. Il l'a dit lui-même justement dans son départ qu'il était prêt à être champion du monde, mais qu'on ne l'a jamais vraiment cru. Et je pense que là, c'est les bookers qui ont enterré Cody Rhodes. Mais voilà, après pour le cas Stardust,
Bah, ça a été un très bon partenaire pour Goldust, mais en solo, encore une fois, on lui laisse l'occasion de rien faire. Il y a un speech par-ci par-là qui reste bon, mais c'est dans le ring, on lui donne pas d'opportunité. Non, franchement, c'est un plus que Cody Rhodes soit parti, parce que bon, il a quand même 30 ans, il est pas vieux, il est encore assez jeune dans le monde du catch. Mais comme tu disais, Louis, ça va faire 10 ans qu'il est à la WWE. Enfin, ça allait faire 10 ans, ce qu'il y est plus. Ça allait faire 10 ans qu'il était à la WWE, et au final, on se souvient de lui pourquoi? Pour X règnes par équipe, quoi, un ou deux règnes en solo pour un titre mineur et rien à côté. Je trouve ça assez malheureux, en effet. Par contre, contrairement à des cas comme Ryback, par exemple, qui avait grandement montré leur intérêt à vouloir aller à la TNA, Ryback, je dirais non. Mais par contre, Cody Rhodes, la TNA peut être un grand plus pour lui, comme ça l'a été pour Drew Galloway. Et d'ailleurs, en parlant de Drew Galloway, juste une petite aparté, c'est aussi pour dire dommage, parce que si je peux rappeler que Cody Rhodes a été champion par équipe avec Drew McIntyre, et bien sûr, Monsieur Cena est passé par là pour enlever les titres, mais voilà, franchement, c'était peut-être une équipe qui était vraiment géniale. Enfin, moi, honnêtement, j'aimais beaucoup cette équipe, et voilà, voilà, encore une fois, ils ont mis un règne de 2 mois, ouais, 2 mois, peut-être un peu moins, et voilà, je trouve ça encore dommage bah, voilà, d'enterrer une équipe comme ça aussi qui pouvait être très bonne. Mais j'ai remarqué que les main eventers ont souvent été ce qui a enterré Cody Rhodes. J'ai été me renseigner un peu cette nuit sur Cody Rhodes et j'ai vu quelque chose dont je ne me souvenais plus. C'est que même Chris Jericho et Edge ont gagné un match où bah, il y avait Cody Rhodes dedans. C'est souvent les main eventers qui ont enterré les équipes où était Cody Rhodes. C'est assez hallucinant. Ah là là. Globalement, moi je suis plutôt d'accord avec vous, hein. Cody Rhodes, c'est une bonne chose qui s'en va. C'est vrai que Stardust, pour moi, n'aurait jamais dû continuer après la Revelator avec Goldust, donc après Fastlane. Je pense qu'à ce moment-là, ils auraient dû retirer ce personnage qui savait plus trop où aller. Néanmoins, je trouve que personnellement, je pense que Cody Rhodes a quand même une belle carrière à la WWE. Je pense qu'avec ce qu'il a fait, il n'y a pas vraiment à se plaindre, hein. Terrain par équipe, son passage dans Legacy, où il a quand même main eventé des pay-per-view. Son règne champion intercontinental, lui, il a ramené la classique, la ceinture classique, qui a eu d'ailleurs un bon règne, hein, personnellement, il a duré quand même assez longtemps, était plutôt pas mal, il défense de titre très souvent. Donc non, personnellement, moi je considère... Alors oui, il aurait dû mériter un championnat mondial. Malheureusement, à l'époque, ils ont préféré donner sa chance à Dolph Ziggler plutôt qu'à Cody Rhodes. C'était l'un ou l'autre, de toute façon, c'était l'un continué, l'autre stagné. Ça a été que Dolph Ziggler cette fois-ci, et puis en 2013, c'était Damon Sandow à la place de Rhodes. Mais je pense qu'il sera quand même une petite marque dans l'histoire de la WWE, ne serait-ce que pour la ceinture intercontinentale. Après, globalement, je pense que vous avez tout dit, hein, pour ce qui est de son utilisation et tout. C'est vrai que c'est dommage qu'il n'a pas eu cette place en main event. Mais il y a quand même, je continue quand même de dire qu'il y a quand même une bonne carrière. Et encore, moi, c'est pas parce qu'il, honnêtement, même si Cody Rhodes n'a pas été champion mondial, c'est pas ce qui me déçoit le plus. Parce que voilà, il a quand même été champion intercontinental et ça, c'est aussi un titre très important. Et voilà. Je préfère qu'il ait été un bon champion intercontinental qu'un mauvais champion du monde. Et moi, ce que je trouve dommage, c'est notamment, enfin, tous ces nombres de gimmicks foireux, quoi. C'est ça qui est vraiment dommage. Bah, au moins, enfin, disons que ça a montré qu'il peut être versatile dans ses personnages. Pouvait être un jeune, un fils d'eux qui veut bien, qui sauve l'honneur de son père, comme c'est qu'il a débuté la WWE. Il peut être un fils d'eux très arrogant, dire ah, moi je viens d'un héritage. Il peut être un mec dashing qui pense qu'à lui, à sa beauté, avec ses grooming tips qu'ils étaient à SmackDown, c'était assez drôle. Il pouvait Ouais. devenir un peu psychopathe sur les bords avec ses paper bags. Il avait montré quand même une bonne versatilité dans les personnages. Et je pense que c'est ça qui pourra l'aider par la suite. On peut noter aussi que dans le fameux tweet qu'il a posté sur le fait qu'il quitte la fédération, il a quand même précisé que ça faisait de longs mois qu'il demandait au Booker de retrouver le personnage de Cody Rhodes et qu'ils lui ont toujours refusé. Donc ça prouve qu'il n'avait même pas la liberté de choisir ses personnages. Après, ça Et reste un employé, donc il n'y a pas le choix Oui, de bien ce que disent ses employeurs. Mais c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y aurait pas. Moi, je me rappelle toujours cette photo que je me rappelle en avoir parlé d'ailleurs, pas la preview de Mania, je me souviens en avoir parlé, où on voyait lui avec Tyler Breeze et Ty Dillinger. Je me suis dit, ah, on va faire un petit groupe de mecs
Ah oui, en costard, là. Ouais, là, de mecs un Oui, peu je revois la dashy, photo. j'avais pensé à ça, je me dis, ouais, ça pourrait être sympa d'avoir ce petit groupe de gars qui pourrait mener Tyler Breeze et Ty Dillinger à un niveau supérieur. Et c'est pas fait malheureusement, et c'est dommage. Parce Bah, que malheureusement, n'empêche, il a essayé de donner 40 000 occasions au Booker de tout changer, même sur Twitter, par rapport à ce qu'Axel disait, même sur Twitter, de temps en temps, d'un coup, comme ça, il sortait avec son compte Stardust, top, bientôt la fin. Il a donné tellement d'opportunités au Booker de changer ça, et pourtant, bah, voilà, quoi. On connaît la suite. Et puis il n'y a même pas que lui qui voulait le retour de Cody Rhodes, hein. Même tous les fans en avaient marre de Stardust, ça n'avait plus de C'est sens depuis ça. qu'il était en solo, quoi. Et même ça, c'est vrai que même la storyline où il arrivait en Stardust, le public n'arrêtait pas de crier Cody, Cody, mais c'était une occasion en or de s'appuyer dessus et ils l'ont pas fait. Enfin bon, après, malheureusement, c'est vrai que dans la période de cette storyline, il y a eu le décès de Dusty Rhodes, donc et ça, bah, il le dit ça a été un peu. il le dit dans son gros pavé, que ça a beaucoup joué aussi la mort de son père. Hmm, Il était très attaché à son père, hein, faut le savoir. Et puis il a eu aussi de nombreuses storylines avec lui. Enfin, storyline. Non, je dirais pas storyline, mais bah je sais pas comment on peut dire, mais voilà, des petites apartés avec lui dans la WWE, quoi. Et ouais, je trouvais ça vraiment génial. Et c'est vrai que quand on te dit que Dusty est mort, je sais plus quand, et que tu voyais qu'il y avait encore une storyline avec Goldust et lui d'ailleurs qui était un peu l'intermédiaire des deux, voilà, je trouve que c'est vraiment, voilà, ça fait chaud et en même temps c'est vraiment décevant pour Cody Rhodes. Hmm. Bah d'ailleurs, on va revenir sur Cody Rhodes dans une autre partie à la suite du podcast, puisque nous allons donner notre top 5 de nos matchs favoris de Cody Rhodes. En attendant, nous allons passer à la prochaine news. Nous allons maintenant parler de Sasha Banks, qui s'est fait blesser entre guillemets lors d'un live event lors de ces dernières semaines, avec un arbitre qui lui a mis involontairement un coup de genou dans la tête. Et Punt kick. Sasha Banks donc était blessée, en tout cas elle n'était pas apte à combattre ces dernières semaines. Et là, elle aurait eu le feu vert des médecins, donc tout simplement, à quand le retour de Sasha Banks? Est-ce qu'on peut l'attendre au Raw de cette semaine ou la suite? Et dans quelle situation va-t-elle revenir surtout? cette semaine, personnellement, je dirais non. Ils l'ont déjà laissé pas mal de côté avant sa petite blessure en live event, pour la simple raison qu'ils ne voyaient aucune storyline pour elle. Donc personnellement, j'aurais tendance à j'aurais tendance à la voir revenir plutôt à Money in the Bank, un peu comme au Royal Rumble. Elle vient clairement adresser le message à Charlotte. Et je verrais bien en fait le passage Sasha Banks-Charlotte se faire beaucoup plus tôt que les rumeurs l'avaient prévu. Je le vois bien commencer dès Battleground et aller jusqu'à SummerSlam et pourquoi pas même dépasser SummerSlam. Ouais, je suis plutôt d'accord avec ce que tu dis là-dessus, Tammy. Il faudrait, j'ai pas envie de dire qu'il faudrait qu'elle revienne tout de suite parce que je pense qu'au niveau féminin, il y a de quoi faire. Mais son retour fera un gros bien pour la division féminine parce que elle a vraiment tout ce qu'il faut pour être une bonne championne, Sasha Banks. En plus, l'avantage, c'est qu'elle est très jeune aussi. C'est un peu comme Paige, elles ont à peu près le même âge, 22-23 ans, je crois. Donc, elles ont moyen de faire des grosses carrières. Donc, ce serait bien qu'elles reviennent, mais j'ai envie de dire, donnons-lui le temps. Ce serait quand même bien qu'elles viennent quand même au bon moment. Donc, c'est pour ça qu'à Raw, je suis pas trop fan, peut-être plus comme tu as dit dans un pay-per-view, comme In the Bank ou Battlegrounds. Oui. Bah, moi honnêtement, j'ai pas énormément de choses à dire à part son retour et qu'est-ce qu'elle va faire. Honnêtement, je sais pas, avec tout ce qu'il y a avec Charlotte et tout ça, je sais pas si elle va revenir pour le titre, pourquoi pas pour une feud, pourquoi pas à SmackDown. Enfin, je sais pas, hein, mais bon, on peut tout imaginer. D'accord. Nous allons donc passer à la dernière news, pardon, si vous le voulez bien. Une news assez insolite puisqu'elle va concerner le nouveau t-shirt de notre cher John Cena qui Ouais. fait polémique sur les réseaux sociaux puisque le logo et l'apparence de ce t-shirt feraient grande allusion, en tout cas ressembleraient beaucoup à un célèbre logo d'une marque de bière américaine.
Alors les images vont s'afficher sur votre écran, donc à vous de nous dire ce que vous en pensez. Et vous, les chroniqueurs, qu'est-ce que vous pensez de cette polémique? Est-ce que le t-shirt de Sina, vous pensez qu'il est vraiment inspiré du logo de cette marque de bière? Non, personnellement, je pense ils l'ont pas fait exprès. Même s'il y a quand même beaucoup de points communs pour limite jouer au jeu des 7 erreurs avec. Mais sinon, non, ils ont vraiment pas dû le faire exprès, hein. Après, c'est pas la première fois que la WWE se sert d'autres logos pour les logos de John Cena. Le logo de fin 2008, quand est revenu fin 2008, le logo ressemblait à celui de l'ancienne fédération AWA. Donc c'est pas la première fois que la WWE se sert de logo pour ça. Mais j'avoue que si l'on fait exprès faire ça à partir d'un logo de Bibine, j'avoue que ça le fait pas trop quoi. Ça fait Surtout genre, pour John Cena, ouais. ah voilà, John Cena il inculque des valeurs. C'est hustle, loyalty, respect. Et boire de la bière c'est bien aussi. Bah, Moi, allez, vas-y. moi, je voulais juste dire que j'étais pas justement pas d'accord avec Tom. Je pense qu'ils se sont vraiment inspirés de ce logo. Ça ferait quand même énormément de coïncidences. Il y a beaucoup de points communs. On a la bande rouge qui est certes dans l'autre sens, mais qui est présente. On a la petite écriture en haut à gauche qui est dans la même police d'écriture, même si elle n'est pas du même côté de l'image. On a la première partie du texte Hustle qui est écrit en script, le reste qui est en écriture un petit peu plus solide. Non, Tout comme le c'est le logo de la contraire. bière. C'est en attaché au début et en script après. Oui, c'est ça, autant pour moi, attaché au-dessus et en script après. Et en dessous, on a les petits épis de blé de la marque de bière avec, bah, pour John Cena, les petites étoiles et le signe de sa main. Il y a quand même énormément de points communs, je suis désolé, hein. Ouais. C'est le genre de truc qui me fait énormément rire parce que franchement, une polémique comme ça, il n'y a que les Américains pour te la sortir. Aucun autre pays peut te sortir une polémique à ce point-là. Après, personnellement, je pense qu'ils se sont volontairement inspirés de ce logo. Ils se sont dit, putain, il est classe, en fait, ça pourrait rendre trop bien pour un t-shirt de Senna. Mais je pense qu'on est d'accord, le t-shirt de Senna est assez classe quand même. Hmm. Ça change. Ça Hmm. change des Mais, t-shirts Power Rangers, ouais. Ah, il reste mais, coloré quand même, hein. Quand tu vois sa casquette et tout, c'est coloré. mais derrière, ils font la polémique parce que c'est une marque de bière, mais ah là 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 là, les Américains, je vous jure, parce que quand ils pensent, Stone Cold, à chaque fois qu'il vient, il fait de la propagande pour de la bière. T'as quoi? Allez, on peut passer à la TNA. James Storm, c'est de la bière aussi toutes les semaines. Je vois, en fait, je comprends pas comment une polémique comme ça peut naître aux États-Unis, tellement ils devraient avoir l'habitude de voir des conneries comme ça, quoi. C'est leur façon de C'est- penser. Puis, hey, qui sait? Peut-être que Senna va revenir à Raw et va nous dire, enfin. Oui, il sera même déjà revenu quand le podcast arrivera. Mais peut-être qu'on va s'attendre à un Hustle, Weighty, Respect and Drink Beer. Voilà. Oh, Euh, s'il fait allusion à ça, là, ça serait énorme. Mais bon, je ne pense pas. Ils vont non, pas je le ne crier pense sur pas tous non les plus. toits. Mais non, franchement, j'aime bien le logo. Et puis, qui sait, hein, c'est un effet miroir. Peut-être qu'à l'arrière, même à l'intérieur de la bière, il y a le logo de John Cena. Oh. Ah, ouais, c'est comme ça que tu peux faire. C'est réversible, c'est ça? Ah, peut-être, hein. Oh, ouais, qui sait, peut-être que John Cena va revenir, serait revenu, et à un moment ou à un autre, il va retourner son t-shirt, on va avoir la marque de la bière, et il fait un U-turn. En disant, Oh. buvez de la bière, pauvre faible. Et là, il nous fait une petite bunk genre, vous êtes pas straight edge, vous êtes faible, vous buvez, vous fumez. Le retour de CM Vous allez Punk, quand même un petit peu loin, hein. mais c'est ça qui est bon, c'est ça bien, il faut toujours aller loin. Ouais, mais pas trop quand même. Après, on se perd Alors, trop loin. alors, un détail par contre, c'est vrai que là j'ai la news sous les yeux et je vois clairement, non, la WWE est carrément accusée de plagiat, c'est n'importe quoi. Mais pourquoi plagiat? On a le droit de s'inspirer d'un logo, ok, ça ressemble, mais c'est pas forcément du plagiat. Et d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils s'en battent les couilles du plagiat, honnêtement? Si c'était les propriétaires de la bière, au pire, ok, mais là, c'est juste des fans qui disent, oh, bah tiens, c'est la bière que j'achète tous les samedis, et voilà, tu vois. Bah, Ah, mais c'est en la même temps, WWE aussi, c'est le mal. Ce qu'ils font, c'est le ah mal. bah ça y est, hein, Linda McMahon, elle va encore pas passer à cause de Voilà, ça, hein. à cause de ça, ils vont encore trouver. Oh, t'as vu, leur Top Star, il a le logo en forme de canette de bière. Faut pas la faire passer, la méchante.
Non, et puis en vrai, hein, la marque de bière a pas le droit de se plaindre, sinon Vince l'aurait racheté 2 jours après. Donc, Non, de toute façon, on va pas se plaindre. Ils vont se dire, ah bah c'est cool, on nous voit à la télé, c'est bien. c'est ça. Regardez, notre logo, c'est le même que le sien. Buvez notre bière, c'est génial. Surtout que Ah, cette marque de bière nous dit vraiment rien, Je hein. ne la connaissais C'est une même marque pas. américaine. Hmm. Bon, je pense qu'on a fait le tour, hein. On va pas débattre pendant 3 heures sur la bière et John Cena, hein. Je pense qu'on a d'autres sujets à aborder un petit peu plus intéressants quand même. Et on va maintenant passer au grand débat. C'est parti. Alors pour le débat de cette semaine, nous avons décidé de rester en lien avec le pay-per-view qui va arriver mine de rien très rapidement. On approche à grands pas de Money in the Bank. Et justement, on s'est posé la question. Avant, on avait un pay-per-view Money in the Bank avec 2 Money in the Bank ladder match, un pour chaque brand, Raw et SmackDown. Et maintenant, on se retrouve avec un seul Money in the Bank ladder match pour une seule mallette. Alors, on ne sait pas encore si ce sera le cas cette année. Ça part en tout cas dans cette direction-là pour l'instant, mais ça pourrait changer. On pourrait avoir 2 Money in the Bank ladder match, pourquoi pas. Mais en tout cas, pour l'instant, on est parti sur un seul match. Et là, donc, on en vient à se poser la question, est-ce que ça vaut vraiment le coup d'avoir un pay-per-view consacré au Money in the Bank, un pay-per-view qui s'appelle Money in the Bank, pour au final avoir que des matchs normaux et un seul Money in the Bank ladder match? Est-ce qu'on ne pourrait pas carrément retirer et renommer ce pay-per-view, lui donner un autre concept et placer le Money in the Bank ladder match pardon, à WrestleMania? Donc qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il vaut mieux déplacer le Money in the Bank ladder match à WrestleMania ou alors conserver ce pay-per-view qui lui est dédié? Si on peut se mettre à la place de la WWE, ils vont plutôt mettre ils vont laisser le Money in the Bank, le pay-per-view tel qu'il est, parce que ça fait plus de ventes. Parce qu'à WrestleMania, voilà. Maintenant, en plus, ces 2 dernières années, ils ont échangé avec un ladder match pour le titre intercontinental, qui est d'ailleurs, moi, ça me plaît, hein, ça me va. Mais voilà, je pense que c'est pas avec un Money in the Bank à WrestleMania pour la WWE, ça va pas faire plus de ventes. Alors que s'ils mettent un Money in the Bank au milieu de l'année, bon, vers juin, bah, eux, ils vont se dire, bah, là, ça va faire des ventes parce que c'est un Money in the Bank. Et si par contre il y aura 2 Money in the Bank avec la Brand Extraction, pourquoi pas, ce qui peut être capable, ou alors pourquoi pas un Money in the Bank de Women's, voilà. Je pense que justement il serait mieux aussi de laisser le Money in the Bank en tel qu'il est, parce que voilà, moi honnêtement, je sais pas, je trouve que c'est toujours sympa et puis honnêtement que ça change avec WrestleMania ou pas, honnêtement c'est vraiment pas choquant, quoi. Bah, vraiment pas choquant, je dirais oui et non, parce que je vais pas partir sur le côté des ventes, mais je pense qu'avec avec les WrestleMania qu'on a en ce moment, je pense que la WWE, même s'il le voulait, ne pourrait plus mettre le Money in the Bank à WrestleMania. Ça fait quand même 2 ans, bon, je dirais même 3 pour moi, vu que ça fait 3 ans que WrestleMania, j'ai vraiment bien aimé. Pour moi, ça fait 3 ans que la WrestleMania n'a pas besoin du Money in the Bank. Du coup, ça devient compliqué de le ramener à WrestleMania. Et en plus, je viens d'avoir une belle idée de taré là. Ça va pas être du fantasy booking, mais c'en est pas loin. J'étais Ah, en train de penser, on pourrait, au lieu de se dire changer ce pay-per-view, on pourrait lui redonner sa bannière dorée, je vais dire. Parce on a les rumeurs qui disent que les officiels sont en train de travailler sur le Money in the Bank féminin. C'est une chose. Mais avec l'officialisation de la brand extension, je viens d'avoir une idée pour rendre Money in the Bank. We're gonna make Money in the Bank great again. Bref, je viens d'avoir une idée. J'imaginais en main event de pay-per-view justement déjà pour que ça reprenne le thème. Le Money in the Bank ladder match est le main event du pay-per-view. Mais on en laisse un seul, et malgré les 2 brands, on en laisse un seul, mais par contre, on met les 2 mallettes dans le même. Genre, je m'explique, comme ça on peut partir sur un match phénoménal, genre à 10 ou 12, bah, je crois que ça a été 10, le plus qu'il y a eu à WrestleMania, mais 10 ou 12, moitié de chaque représentant une brand, et il y a les 2 mallettes, ce qui fait par exemple que s'il le veut, une superstar de Raw peut décrocher la mallette SmackDown. Je pense que l'idée comme ça serait pas mal du tout en fait. Je viens d'y penser à l'arrache, Ça fait. mais pour moi, Money in the Bank vaut mieux que ça reste un pay-per-view à côté de WrestleMania,
Parce que franchement, ça fait pas mal d'années que sur WrestleMania, ils se cassent vraiment le cul pour nous faire quelque chose de beau. C'est marrant parce que ton idée me fait beaucoup penser au Fist of Fire de la TNA quand même. Bah, j'ai pensé un peu avec ça et je me suis dit, mais en fait, ils pourraient faire un peu à leur sauce. Et je trouve que ce serait plus intéressant d'avoir un seul Money in the Bank avec les deux mallettes. Mais tu sais, genre les deux accrochés au milieu, pas comme à la TNA où c'est à chaque poteau du ring, quoi. Là, vraiment, les deux accrochés au milieu, faut prendre l'échelle et tout. Mais je me suis dit, est-ce que ce serait pas plus intéressant de faire un Money in the Bank avec genre deux mallettes et 12 superstars plutôt que de faire deux Money in the Bank à 6-7 superstars? Le truc c'est que un Money in the Bank à 10 ou 12 superstars, ça devient vite un bordel, hein. C'est le Déjà quand but. tu vas Mania. Bah oui, non, mais je veux bien que c'est un bordel, mais pas non plus que ce soit un gros bordel. Je vois bien le match à Mania 26, là où il y avait eu 10 gars, c'était un bordel sans nom, tu savais pas où regarder. Et où là, il se passe plein de trucs. Mais après, ça peut être une bonne idée, hein. Je dis pas non plus que c'est du caca, hein, ton idée, hein. Loin de là. Après, faut voir aussi, est-ce qu'on aura un deuxième titre mondial? Ça, c'est une autre question à se poser. Ouais, c'est vrai que ce serait bizarre. J'avais sorti une anecdote, mais quand même, on a l'impression que ces 10 dernières années, la WWE se cherche un peu parce que j'avais dit de 2006 à 2016, le titre mondial a changé autant d'apparence que de 1988 à 2006. Ce qui fait presque 2 fois plus de temps, mais avec autant de design. Après, c'est souvent ils changent le titre aussi en fonction du changement de l'ère. Bah là, on fait beaucoup d'air en 10 ans. C'est parce que aussi, chercher un certain changement de titre a eu lieu parce qu'on a unifié les ceintures mondiales à chaque fois. En 2013 et 2001, on avait changé les ceintures à chaque fois. Il fallait bien changer la tronche du titre après pour qu'il n'y en ait plus qu'un seul. Mais dans ce cas-là, t'enlèves 2013 et 2001, le résultat est toujours le même. Il y a eu autant de changements en 18 ans qu'en 10. Après aussi, pour en parler, c'est que avant, il n'y avait pas autant de catch que maintenant. Enfin, comment m'expliquer? Maintenant, à la WWE, il y a combien d'heures de catch par semaine? Je sais plus qui c'est qui en avait parlé. Il y a 10 heures de catch par semaine, c'est ça? Hmm. Euh, alors, Il y a beaucoup de titres, les gens veulent des changements. On veut tout le temps voir des changements de titres, des changements de gueule de ceinture, des changements de pay-per-view. Plein de changements, alors qu'avant, en fait, bah, il y avait 1 heure par mois, quoi, limite. Et c'est normal que la ceinture changeait pas trop. Elle changeait pas trop de tronche parce qu'elle changeait pas trop de main à l'époque. Maintenant, elle change quasiment tout le temps de main et tout le temps de tronche. Donc c'est vrai que ça peut se. Après, peut-être que ce que je dis, c'est un peu de la merde aussi. Mais je suis en train de partir loin aussi, moi, dans mes arguments. Mais c'est vrai que je sais même plus de quoi on parlait à la base. on parlait du Money in the Bank à WrestleMania ou à son pay-per-view. Ah oui, c'est vrai. Non, mais moi je suis un peu de votre avis, hein. Moi je pense qu'ils vont laisser le pay-per-view, Money in the Bank. Parce que même si personnellement j'ai beau râler sur les noms de pay-per-view où la WWE se ne foule pas, hein. Ah tiens, on va faire un pay-per-view des Hell in a Cell. On va l'appeler comment? Hell in a Cell. Pay-per-view des Money in the Bank. On va l'appeler comment? Money in the Bank. Enfin, ce genre de choses, ça m'embête un peu, mais bon. Au moins, tu sais que à cette époque de l'année, tu te dis, ah, c'est cool, on va voir les Money in the Bank. Et en plus, le format du pay-per-view, tout ce qui est en plus, rien que le fait que ça soit vert et tout ça, je trouve vraiment que ça te donne un aspect. Voilà, je vais faire un peu le mec un peu bizarre, mais ça fait un aspect plus chaleureux et t'as plus envie de voir un Money in the Bank comme ça. Le Ah, mais vert? c'est con! Non, 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 mais oui, non, mais si, en plus, le fait que ça soit en juin, ça te dit, ah ouais, au milieu de l'année, tu l'as pas à WrestleMania et tout. Et le design te donne vraiment plus envie de le voir que les designs qu'il y avait quand il y avait un WrestleMania, quoi. Après, Ah, si, alors, après, si le pay-per-view est vert, c'est parce que le vert, ça représente le dollar et l'argent. c'est Oui, ça. oui, Par oui, contre, c'est bien. un truc par rapport à ce que tu dis, Louis, et le fait qu'il le place en juin, je pense que c'est un peu pour ça, de mon avis. Mais personnellement, maintenant, chaque année, j'attends plus Money in the Bank que SummerSlam. Hmm. Enfin, SummerSlam est censé être un grand show de l'été. Le dernier SummerSlam qui m'a vraiment attiré, personnellement, ça a été le 2006. Donc c'est un peu loin. Disons que SummerSlam, au fil des années, t'as l'impression que ça, y a plus trop vraiment sa place en tant que Big Four. C'est C'est comme les ça. Survivor Series en fait. C'est vrai Parce que d'ailleurs, ouais. Survivor Series, quand ils pensent, enfin, si je peux me permettre de faire une parenthèse évidemment, les Survivor Series maintenant, t'as plus l'engouement que t'avais avant. Avant, tu dis, ah, les Survivor Series, on va voir les 5v5 et tout. Et là, la WWE, tu te rends compte ces dernières années qu'elle se dit, bon, alors on va faire un 5v5 pour leur faire plaisir à ces crétins là. Bah, arrêtez de nous faire chier sur internet. Et il en fout encore des 5v5. Je veux dire, l'année dernière, je saurais même plus te dire s'il y a eu un 5v5. Il y a un 5v5 l'année dernière?
Euh, euh, Oui. Ryback et tout, là, contre New Day et tout ça. Avec Sheamus et tout. Ah ouais, oui, il y avait aucune tête d'affiche. C'était vraiment un Ah 5v5 histoire oui, de dire on est à Survivor Series, quoi. ah C'était oui, oui. C'est vraiment vrai, je m'en honteux. souviens. Ah, peut-être le pay-per-view le plus gâché, honnêtement. Mais bon, on va pas parler sur leur série. C'est ça. Les Survivor Series, c'est vrai qu'avant, les Survivor Series, tu vois, il y avait un enjeu. Là, c'est un Money in the Bank qui a un enjeu parce que bah, c'est le Money in the Bank. Et je trouve. Et que tu disais pour SummerSlam, mais c'est vrai que SummerSlam a complètement perdu limite son truc de. Ah oui, je vois la gueule des matchs. Oh mon dieu. Oh mon dieu, quand je vois le truc Team Stardust contre Team Goldust, j'ai même pas vu ça. Oh Ah, mon mais ça, dieu. c'était au pré-show, ça. Oui, Et c'était le pré-show celui-là. Sinon, C'était prêt. c'était Ryback, les Usos et les Lucha Dragons contre Sheamus, King Barrett et le New Day. oh Oh là là là. là. Ouais, honnêtement, si le dernier Survivor Series qui était vraiment bien à mon goût, c'était le 2009. Ouais, c'est vrai, il est pas Comme quoi, mal. ça date aussi. Ah oui, Voilà. c'est 2009, oui, je me rappelle, Et c'était les deux Triple Threat match. pour, pour revenir un peu sur Money in the Bank, là j'y pense vite fait, mais l'air de rien, heureusement que c'est un pay-per-view à côté, parce que quand on y pense, quel pay-per-view on attend vraiment dans ces moments-là? On a quoi? On a Extreme Rules, oui, celui-là on peut l'attendre. Et cette année, il a été très bon d'ailleurs. Mais à côté, qu'est-ce qu'on a dans le coin? On a Battleground, on a SummerSlam qui a perdu de sa super, on a Night of Champions. Il m'en manque un dans ce secteur-là. Hell in a Cell. Ah, c'est Hell in a Cell direct après? Mais Hmm. voilà, après, Mais tu après, te dis quand même, c'est. entre Extreme Rules et Hell in a Cell, il n'y a pas forcément d'attente. Heureusement qu'il y a Money in the Bank. Ah, disons qu'en fait, maintenant, c'est dans ces derniers temps, tu remarques que la période qu'on attend le plus souvent, maintenant, c'est la Road to WrestleMania. Avant, la période creuse, c'était en fin d'année, entre septembre et janvier, parce que c'est bon, c'est un peu la période creuse avec des pay-per-views pas forcément géniaux. D'ailleurs, c'était à cette période que la WWE aimait bien tester des nouveaux gars. Mais c'est vrai que maintenant, même la route entre Mania et SummerSlam, ça commence à traîner en longueur dans les derniers mois, et même SummerSlam, comme j'ai dit, t'as plus vraiment l'impression que ce soit un Quoique, Big Four, quoi. quoique, vu l'année 2015 qu'ils nous ont sorti, j'ai trouvé quand même SummerSlam 2015 plutôt pas mal, honnêtement. Moi, j'ai vraiment bien aimé. Avec l'année 2015, quand on met, honnêtement, c'est peut-être un des seuls pay-per-view où il y avait une carte qui me donnait envie et en plus un show qui était, bah, honnêtement, qui était à sa hauteur de SummerSlam. Voilà. Pour SummerSlam 2015, à part le Seth Rollins Cena, Taker Lesnar, je me souviens même plus du tout de la carte, pour dire. Il y a Je eu un sais. Stephen match. Amell contre Stardust. Non, mais ça, ok. Non, mais ça, c'était pourri. Il y a aussi le match tag team que j'ai bien aimé aussi, qui était vraiment. Voilà. Bon, enfin, bref, quoi. Il y a eu aussi Owen Cesaro qui était. Alors, Je pense que l'on au s'écarte. passage, le Stephen Amell contre Stardust, je reviendrai plus tard dessus, mais pour moi, il n'a pas été si pourri que ça. J'expliquerai plus tard. Oh, le teaser. Oh, Oh, le teaser, ça sent le top, hein. Vas-y, Merci. on fait le Thibaut. Oh, le teaser. Mais donc, en revenant encore une fois sur le sujet, décidément, ce sujet nous fait beaucoup voyager. Et ouais, moi, franchement, en fait, j'insiste sur ça, mais ça fait quelques années que dans le coin de Money in the Bank, il n'y a plus rien à attendre. Donc, heureusement qu'il y a ce pay-per-view. Enfin, vu le 2015, le Money in the Bank match de 2015 était pourri. Ouais, c'est vrai que le Mister Money in the Bank, j'ai beau aimer le Sheamus depuis son retour parce que je trouve qu'enfin il dégage un charisme. En fait, non, pardon, je me corrige. Enfin, il redégage le charisme qu'on voyait en lui en 2009, tout ça. Et voilà. Mais là, j'avoue que quand je vois l'utilisation au final où la mallette a juste été histoire de dire merde les gars, Rollins il est blessé, faut qu'on trouve quelque chose. Ça, c'est vrai que 2015, je serais incapable de te dire quand est-ce qu'il a caché à un pay-per-view, celui Survivor, où Reigns est devenu Survivor champion. Series. Survivor Series. Series. Oh bah tiens, quand on en Et parlait. son règne a duré la modique somme de 21 jours. Ouais, les reines de Money in the Bank, toujours aussi impressionnant d'ailleurs au passage. Ça aussi, on pourra en parler, ça tient, les reines des Mister Money in the Bank qui puent la mort. À part Bah par celui de Seth Rollins, évidemment. oui, j'allais dire, hein, l'air de rien, il y a beau avoir des règnes de merde, à part l'avant-dernier était super bon. À part celui de Seth Rollins, Et puis c'est. Celui voilà, de après Damien il y a. Sandow aussi était pas mal. Et Et d'ailleurs, après, pour le Caroline, il y a eu le cash aussi, hein, ça reste un Edge. moment franchement le historique. cash était. Ouais, Et ouais, c'est Edge. vrai. Les reines d'Edge, les deux reines sont très courts. Le premier, C'est il a vrai. duré 3 semaines et le deuxième, il a duré 2 mois. Oui, mais l'air de rien, le règne d'Edge, le premier, a beau être court, il amène quand même sur The rivalité de l'année 2006, quoi. Ouais, et surtout, on a eu aussi le Live Sex Celebration, qui est le segment le mieux, le meilleur segment
de ces 10 dernières années à Monday Night Raw. Sinon, je pense que le meilleur ring du Money in the Bank, c'est celui de Kane. Ouais, celui de Kane, c'est vrai, celui de Kane était très bon aussi. Mais il était surtout inattendu dès le début. Bah oui, parce qu'il cache Le cache dès le soir même. Le soir même. Et après, tu as eu des reines tout pourries. Et je me dis quand même, le cache le soir même était une super idée parce que je voyais pas Kane s'amener toutes les semaines avec Avec la sa mallette dans la main. Ouais. C'est ça. C'est vrai que ça aurait été un peu. Bah, rien que le fait de mettre Kane gagnant, c'était assez surprenant parce que c'est rare qu'un poids lourd gagne un Money in the Bank. Et sachant que Kane en a participé à beaucoup. Oui. Ouais. Bah oui, d'ailleurs c'est vrai, il détient le record avec Christian et Kofi Kingston, donc oui. Et Sutton Benjamin aussi. Ouais, Non, Shelton. Shelton Benjamin en a fait un ou deux de moins que Kane. Oui, il a dû en faire un ou deux de moins parce qu'il a pas, faisait pas tous. C'est en fait Kane, Christian et Kingston en tous les 3-6. Quoique, si Shelton Benjamin serait resté, je pense qu'il en aurait fait plus que. Oh oui. Vu comment il a squatté les Money in the Bank. Ouais. Bah, en Enfin, même il les a temps, squattés, mais il a bien fait. Hein. les plus beaux spots, on les doit à lui quand même, hein. Ouais. Oh, pas que, mais il y en a eu beaucoup de lui, Oui. 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 Oui, pas que, puis après c'est Kofi Kingston qui a pris la relève. Hein. En fait, Oh, Kofi Kingston, Morrison il a. aussi. Morrison et Ouais, Jeff je Hardy pense à ont lui. fait quelques spots. C'est un Morrison avec son salto arrière, son moonsault. Après, Jeff Hardy, il n'a fait qu'un seul Money in the Bank. Et il a fait un des plus gros spots de l'histoire des Money in the Bank en un seul. Donc ça, WrestleMania 23. ouais, Mania 23. Bon, je pense qu'on a tout dit. Moi, je pense, oui. Je pense. On est en train de partir sur les Ouais, Money in the Bank en c'est ça. eux-mêmes. Donc nous allons maintenant passer au top 5 de nos matchs préférés de Cody Rhodes. C'est parti. Alors c'est parti, top 5 de nos matchs préférés de Cody Rhodes. C'est Louis qui va commencer avec son top 5. On t'écoute. Très bien. Alors, mon top 5 des meilleurs matchs de Cody Rhodes. Donc, mon cinquième, j'ai mis Cody Rhodes contre Ted DiBiase Jr. contre Randy Orton à WrestleMania 26. Tom. Moi, ah oui, ah, d'accord, c'est d'abord le 5, 4, 3, 2, ok. Alors moi, mon numéro 5, c'est le tout premier match de Cody Rhodes dans le main roster. C'est Cody Rhodes contre Randy Orton à Monday Night Raw le 16 juillet 2007, il me semble. Pourquoi je dis ce match-là? Justement, parce que c'est son tout premier match dans le main roster face à Randy Orton qui était à l'époque était en rivalité avec Dusty Rhodes, vu qu'ils avaient prévu un match au Great American Bash dans un Texas Bull Rope. Euh, c'est un match plutôt correct. On a commencé à voir un peu ce que pouvait faire Cody Rhodes par la suite. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai mis en numéro 5. Hashtag Père Castor, j'adore raconter ma vie. Il va continuer ces histoires du Père Castor. Toute la soirée, là, il est lancé. Ah oui. De mon côté, en numéro 5, alors là, c'est vraiment en grand passionné que je l'ai mis. J'ai mis le Royal Rumble match de 2009. C'est, je crois, enfin non, je sais pas, je crois, je le confirme, ça a été tout simplement la meilleure performance de Cody Rhodes dans un Royal Rumble match, Ah, mais qui bien a sûr. quand même été éliminé 28e après 37 minutes dans le ring. Et on sait que c'était pas un grand main eventer, et je pense que peu de mid-carders de cette époque peuvent se vanter d'être restés aussi longtemps et d'avoir autant été mis en avant dans un Royal Rumble match. C'est vrai. Ouais, pas faux. Alors moi, à la 5e place de mon classement, j'ai décidé de mettre un match par équipe. Donc c'était Cody Rhodes et Ted DiBiase qui affrontaient Triple H et Shawn Michaels, donc la DX, à Breaking Point 2009 dans un Submission Count Anywhere match. Un match que Cody Rhodes et Ted DiBiase ont d'ailleurs remporté. C'était un match très technique et franchement très belle démonstration de Cody Rhodes et de son coéquipier. J'ai vraiment adoré ce match et je pense qu'il fait vraiment partie des plus beaux matchs de la carrière de Cody Rhodes. Alors, pour mon top 4, bah, c'est le même match que toi, Axel. C'est Cody Rhodes, mon Legacy en gros, contre DX à Breaking Point, qui était vraiment un très bon match. Pour ma part, en numéro 4, je vais mettre Cody Rhodes contre Ezekiel Jackson à SmackDown le 12 août 2011. Pourquoi? Parce que c'est ce soir-là que Cody Rhodes a remporté son premier titre solo, qui est le titre intercontinental. Ça a fait plaisir de voir. Le règne d'Ezekiel Jackson n'était pas génial. Et Cody a pu montrer par la suite qu'il a fait un très beau règne de champion intercontinental. Je pense que c'était le meilleur depuis peut-être le règne de. Allez, le règne de Mysterio 2 ans auparavant. Et d'ailleurs, c'est ce règne-là qu'on voit maintenant la ceinture où elle en est, le design classique.
Donc le numéro 4, Cody Rhodes, Ezekiel Jackson, c'est SmackDown 12 août 2011. Et le numéro 4 de mon côté, alors c'est là que je vais revenir sur ce que j'avais dit un peu plus tôt dans le podcast. J'ai mis SummerSlam 2015, Stardust et King Barrett contre Neville et Stephen Amell. Alors ce match, c'est clair que ce n'est pas une grande, on va dire une belle pépite dans le ring, mais quand même, Stardust, à ce moment-là, donc Cody a réussi à porter une magnifique rivalité avec un guest host qui a mené quand même à un match où on a vu un guest host se donner à fond, mais c'est franchement de très loin, et ça va être très dur d'ailleurs à, à copier, on va dire. De très loin, ça a été le meilleur match proposé par un guest host, et c'est là aussi que Cody a été énorme dans son personnage de Stardust pour une rivalité qui a été quand même super bien construite selon moi. Alors pour ma part, pour mon top 4, j'ai mis un match de Battleground 2013, donc un match beaucoup plus moderne, où Cody Rhodes et Goldust ont battu The Shield dans un match par équipe. Je trouve que c'était vraiment un très bon match pour justement Cody Rhodes, vu la situation de Cody Rhodes en 2013, pardon. Voilà, il était pas très en avant et j'ai bien aimé son run par équipe avec Goldust et je trouve que leur affrontement face au Shield en 2013 était vraiment très bon. Pour mon top 3, alors j'ai choisi Legacy contre HHH, Batista et Shane à Backlash 2009, qui était vraiment un très bon match. En numéro 3, j'ai mis Cody Rhodes contre Rey Mysterio à WrestleMania 27. Pour la raison qui est, évidemment, c'est la première et unique victoire en solo de Cody Rhodes à WrestleMania. Un match plutôt bon, sincèrement, très bon match. Enfin, plutôt bon match, quoi. Je sais pas comment dire. On a vu un Cody Rhodes qui était capable de tenir tête à une grosse star comme Rey Mysterio. Et d'ailleurs, cette rivalité a vraiment commencé à montrer que Cody Rhodes était capable de faire quelque chose en solo. Et contrairement à Tom, par contre, mon numéro 3 est encore un match en équipe parce que c'est Night of Champions 2014, Gold et Stardust contre les Usos. C'était déjà, on va dire, l'époque d'or des Usos, parce qu'il me semble que c'était leur plus long règne par équipe à ce moment-là. Et c'est là que Gold et Stardust sont devenus champions par équipe. Donc c'était la deuxième fois déjà en 2014. Et le match a franchement été pas mal pour, on va dire, pour quand même un mec comme Goldust qui revient un peu de nulle part à ce moment-là. Et un truc fait à l'arrache pour Cody Rhodes avec Stardust, j'ai trouvé quand même que c'était un super remerciement de la WWE de donner le titre encore une fois aux deux frères avec un gimmick un peu similaire. À la troisième place, moi j'ai mis le triple threat match de WrestleMania 26 entre Cody Rhodes, Randy Orton et Ted DiBiase, donc la Legacy qui s'affrontait pour la première fois. Donc je trouvais que c'était une rivalité qu'il avait bien mise en avant. Et voilà, je crois d'ailleurs que c'était son premier match à WrestleMania, non? Oui, premier match à WrestleMania. À 24, il avait fait la bataille royale, mais bon. Et du pré-show. Mais Ouais, on ouais. peut considérer ça comme du pré-show, au pire, on peut Mm. considérer. Pour mon top 2, j'ai choisi Cody Rhodes contre Rey Mysterio à WrestleMania 27, qui était, malgré la gimmick qui ne me plaisait pas de Cody Rhodes, qui était quand même un bon match. Et voilà. En numéro 2, j'ai mis Cody Rhodes et Teddy DiBiase contre DX à Hell in a Cell 2009. Parce que ce match-là est quand même, ça montrait que Cody Rhodes et Teddy DiBiase étaient capables de main eventer des pay-per-view et que c'était un très très bon Hell in a Cell. C'est clair. De mon côté, j'ai mis Battleground 2013, donc Cody Rhodes et Goldust contre The Shield. Et pour ajouter ce qu'a déjà dit Axel, de mon côté, je l'ai mis surtout, c'était pour l'aspect storytelling, tout ce côté d'héritage, tu le sentais vraiment dans le match. Le but de la victoire, c'est qu'ils sauvent leur job, mais tu avais l'impression dans leur joie qu'il y avait autre chose de plus. Et j'ai beaucoup aimé ce moment personnellement.
Moi, pour mon top 2, j'ai le même que Louis, ça va être Cody Rhodes face à Rey Mysterio à WrestleMania 27. Donc, comme l'a dit Tom déjà tout à l'heure, hein, le premier match en solo de Cody Rhodes à WrestleMania et un très bon match au passage. On passe maintenant à notre top 1. Pour mon top 1, j'ai choisi Cody Rhodes et Goldust contre The Shield à Battleground 2013, qui est le match qui était bon, et en plus, comme disait Stamio, l'aspect storytelling, t'étais à fond dans le match, et le résultat, quand il gagnait, t'étais limite en larmes. Et voilà, c'est peut-être c'est le meilleur souvenir que j'ai de Cody Rhodes et le meilleur match. Personnellement, j'ai choisi Cody Rhodes et Goldust contre The Shield à Raw le 7 octobre 2013. Ah, vous sentez pas ce troll, hein? Vous attendez pas, hein? À Raw le 7 octobre 2013 pour les Tag Team Championship. Alors pourquoi j'ai choisi ce match-là? Parce que comme Battleground, ce match est très émotionnel, mais en plus, les deux frères remportent le titre par équipe. Et c'était vraiment très émouvant aussi de les voir. Non seulement ils ont conservé leur boulot la veille, mais en plus, ils deviennent champions par équipe tous les deux en tant que frères. Alors que ces dernières années, ils avaient des problèmes in kayfabe, tous les deux, ils avaient des tensions entre les deux. Ils ont mis leurs différents côtés pour leur famille et pour leur héritage. Et là, en plus, ils remportent le titre par équipe, ce qui est encore plus beau. C'est clair. Et le numéro 1 de mon côté, donc c'est le Hell in a Cell en 2009, Legacy contre DX. Et par rapport à ce qui avait déjà été dit sur ce match, je rajouterais que c'est aussi un match où dedans, on voit clairement en fait c'est la violence de la rivalité. C'est les deux équipes donnent absolument tout pendant ce match. Et c'est là qu'on voit vraiment un Cody Rhodes et un Ted DiBiase, mais en confiance extrême, quoi. C'était vraiment pas mal à voir. Ouais, très bonne rivalité au passage. Vraiment. Alors moi pour mon top 1, je vais peut-être vous surprendre, c'était un match de SmackDown qui date de 2011, c'était le Cody Rhodes face à Randy Orton dans un Street Fight match. Alors c'est un match qui m'a vraiment marqué, je l'ai trouvé extrêmement bon, il y a tellement de bons spots dans ce match, c'est vraiment incroyable. Un match assez violent, ils vont dans le public, beaucoup de suspense dans ce match. Ce match est remporté par Randy Orton, mais je pense que quand même Cody Rhodes est très fier d'avoir réalisé ce match et il peut l'être parce que vraiment il est magnifique selon moi. Voilà. Est-ce que je peux me permettre de rajouter un petit bonus? Tu peux. Je ne l'ai pas mis dans mon top 5 parce que malheureusement ce n'est pas un match et le match qui a suivi ce moment est horrible. Je comptais quand même faire une mention au speech lors d'Hell in a Cell 2011. Donc comme l'a dit Tom, c'est là que nous changeons de titre intercontinental. Et c'est un speech de Cody Rhodes qui m'a toujours marqué parce que pour moi, ça a toujours été l'un de ses meilleurs speeches. L'introduction de la ceinture en mode ouais, celle-là, il y a que des idiots qui l'ont eu. Moi, je préfère celles qui ont été détenues par tous les grands. Et il commence à citer Ricky Steamboat, Randy Savage, etc. J'ai trouvé ce speech vraiment magnifique. Il y a eu un bon match aussi derrière contre John Morrison pour cet Oh, intercontinental au il passage. n'était pas extra, pas mieux que mon top 5 pour moi. Oui, bah c'est sûr, c'est pas le meilleur match de Cody Rhodes, mais c'était quand même pas mal. Oh, ça va, oui. Hmm. Personne a cité le match de Night of Champions 2008 lorsque Cody Rhodes fait une apparition surprise. Enfin Ah, c'est trahi. surprise. Ah Trahi. oui, Oui, il trahit Hardcore Kelly, ouais. Hardcore Holly. Je vais faire dire Hardcore Kelly, c'est plus drôle. C'était surprenant quand même. Bah, on s'y attendait pas trop. On s'y attendait pas trop. Bon, à l'époque, il y avait des rumeurs hein, pour comme quoi on allait avoir un clan de fils d'eux. Donc tu pouvais un petit peu te douter, mais c'est vrai que comme ça, aussi sec, il retourne encore lui, fin DDT. Oh là, qu'est-ce qu'il fait lui, il est malade. Et non, c'est juste que Oui, parce que je crois que de mémoire, Ted DiBiase devait avoir un partenaire mystère, je crois, hein. oui, bah c'était DBS, c'était Rose. Voilà. C'était d'ailleurs pour la première fois qu'on voit, enfin pas la première fois, mais ça fait, enfin comment dire, bah bref, DiBiase c'est pour son premier soir devient champion par équipe. Voilà. Je voulais dire un truc, mais Mm. j'ai du mal à le construire. Bon, bah, je pense qu'on en a terminé avec notre top 5. Nous allons maintenant passer aux questions des fans. Alors, nous avons décidé de relever deux questions cette semaine. Nous allons commencer avec la première, une question assez intéressante qui concerne les décors de pay-per-view. Elle a été posée par Hugo. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre le retour des décors exclusifs au pay-per-view? Qui veut commencer?
très bonne question, ça. Moi, personnellement, je serais content que ça se fasse. Un retour des décors exclusifs au pay-per-view, mais malheureusement, je ne pense pas que ça va se faire parce que la WWE est revenue sur des décors simples pour justement faire des économies de budget. Donc, ce serait un peu bizarre qu'elle change d'avis. Mais globalement, ce serait vraiment bien. Ça permettrait au moins de donner une identité un petit peu au pay-per-view. Même si les noms des pay-per-view n'ont aucune identité de toute manière. Et pour l'identité des pay-per-view via les décors, même avant, il y a des décors, honnêtement, ils dégageaient aucune identité. C'est Raw comme le pay-per-view qui avait ce décor, c'était pareil. J'ai en tête l'exemple de SummerSlam 2009. Ça dégage rien d'un SummerSlam. Pour moi, ça pourrait être un plus que certains décors redeviennent ce qu'ils devraient être. Je prends l'exemple le plus récent que j'ai, c'est un Elimination Chamber où tout l'avant de l'arène avait une tête de Chamber. Ça, ouais, ce genre de décor, je dis pas non, mais honnêtement, aujourd'hui, le fait que tous les pay-per-view, à part WrestleMania, aient le même décor, ça ne me dérange absolument pas. C'est marrant parce qu'on avait eu cette discussion, Tamio, et tu disais que, bon, honnêtement, on n'y prêtait pas. Je sais plus si c'était toi qui disais qu'on n'y prêtait pas attention à ce décor. En effet, c'est ce que j'avais dit, c'est pas le truc le plus important pour moi. Eh ben, honnêtement, honnêtement, j'aime bien le décor actuel, mais je trouve que même si pour c'est des économies de budget, et on pourrait même partir en delà des décors, mais on pourrait parler des titres et tout ça, où je trouve que la WWE manque, pardon, vraiment d'originalité. Je pense elle a perdu en originalité, peut-être pour le terme des pay-per-view, pour les termes aussi des noms de pay-per-view. Les titres aussi, où le titre des Women's est le même que le titre des mecs, mais juste en blanc et en rose. Enfin voilà quoi. Et je trouve vraiment que, bah après, pour des économies de budget, je peux vraiment comprendre. Voilà, ça je peux comprendre. Et c'est pas choquant. Moi j'aime bien aussi quand c'est comme ça. Mais c'est vrai que oui, moi j'aimais vraiment bien cette époque où on avait. Et puis moi j'avais limite une curiosité de savoir comment ça allait se faire et tout ça. Et si je peux faire une parenthèse, ou peut-être le WrestleMania ou le Minitron, enfin l'arène en elle-même qui était magnifique, c'est celle de WrestleMania 26 où c'était carrément bluffant. Alors, pour revenir vite fait sur ce que tu disais, un détail que je pense rajouter aussi là, c'est de mon côté aussi le positif d'avoir les décors d'aujourd'hui qui fait que tout a le même décor sauf WrestleMania, c'est que ça me rappelle en fait un peu une saison de NFL où tu arrives dans la saison régulière, oui, il y a des chocs par-ci, il y a des chocs par-là, donc les pay-per-view de l'année, mais le tout au final, c'est toujours la même chose, c'est un même aspect, et tu arrives au fameux Super Bowl où là, c'est plus du tout pareil. Alors qu'au final, c'est juste les mêmes équipes de NFL qui s'affrontent encore, mais pour moi, c'est ça le plus d'avoir les décors actuels à la WWE, c'est que tout le long, tu as l'impression un peu d'être en saison régulière, mais malgré que les superstars sont les mêmes, WrestleMania, c'est le Super Bowl du catch, quoi. Tout le monde veut y être. Mm. Moi, je trouve que ça manque quand même, les pay-per-view. C'est sûr que ça ne joue pas à la qualité d'un show, etc. Mais bon, c'est. Voilà, ça n'a pas le même charme, je trouve. Bah, ça n'a pas du tout le même charme même. Ah oui. T'es moins dans cet univers comment on pourrait dire, je sais pas comment on pourrait dire, mais de gimmick, de storyline, enfin des trucs vraiment sympas je sais pas si vous pouvez me comprendre, mais dans cet univers un peu, je sais pas, fantaisiste, voilà, ouais, voilà, cet univers-là, ces temps-ci, on est, voilà, enfin, depuis c'est 2014 où ça a commencé à voir le même format d'arène, on part vraiment sur plus l'aspect sportif et moins l'aspect fantasy. C'est depuis que tout est en numérique, hein, quasiment. La plupart des décors maintenant sont. Enfin, tous, maintenant en 2016, sont en version numérique avec des LED, etc. Et c'est vraiment depuis que tout est devenu comme ça, même Raw et SmackDown, que les décors ont disparu petit à petit. Ouais, c'est vrai que Avant. les décors des shows hebdomadaires, ça fait longtemps, le show hebdomadaire, ça faisait depuis 2008, depuis la HD. Hmm. On a eu les Raw SmackDown, ici Deluxe avait eu le même décor, juste la couleur qui changeait. Et c'est vrai que ça manquait aussi un peu, ça, les décors spécifiques des shows hebdomadaires. Plus Mais que ceux des pay-per-view, personnellement. justement, on voit que la WWE y pense quand même, parce que par exemple, quand on prend le décor de Raw en 2008 au moment du passage en HD et le décor de Raw aujourd'hui, ils ont rajouté tellement de plaques.
Ils Mm. essaient justement d'ajouter cet aspect qui manque, qui fait que c'est propre au show, mais c'est sûr que ça. Et Je me demande en plus, vu que c'est. Ouais, maintenant ils tournent par LED, ça doit coûter cher, l'air de rien, des décors spécifiques blindés de LED. Mm. honnêtement, je sais pas ce qui changerait niveau décor où tu rajoutes comme un Backlash, où tu rajoutes quelques trucs en, je sais pas comment on peut dire, ou comme un SummerSlam. Je sais pas en quoi après, je connais pas le prix de tout ça, mais je sais pas en quoi un décor limite en carton ou en fer ou je sais pas quoi serait plus cher que, allez, 20 mètres carrés de LED. Enfin voilà quoi. C'est clair que les économies qu'ils font dans les décors, à mon avis, ils pourraient clairement les faire ailleurs, quoi. C'est vraiment un argument Ouais, qui moi, est je pas sais, trop recevable, je trouve. il pourrait virer deux trois jobbers, ça ferait des économies. Ah non, c'est ce qu'ils font tous les ans, c'est vrai. Ouais, Euh, il pourrait éviter de sortir un t-shirt de John Cena déjà en plus. Surtout pour marquer une bière. sortir des nanars à la télévision. The Marine 5, entre Par autres. exemple. Mais Non, moi j'ai non, le décor par exemple de Armageddon qui me vient en tête, un décor qui est principalement voilà fait en carton ou je sais pas c'est quelle matière, mais où il y a très peu d'équipements numériques. Et voilà, moi je trouve ça original, c'est propre au pay-per-view et ça doit pas coûter beaucoup plus cher que de mettre des LED en place toute une soirée quoi. alors, Ils en ont la effet, flemme. là, je pense que le coût, en effet, le coût est différent. Mais après, là, je pense que ce bon vieux Vince te dirait, ça, c'est une nouvelle ère. Toi, tu viens encore en 90. Aujourd'hui, c'est 2016. C'est l'ère au numérique, amigo. Mais oui, Vince écoute pas ses fans. C'est connu. Non mais moi j'aime bien quand vous dites ouais, décor en carton, j'ai l'impression que c'était fait par une classe de CM2, tu sais. Allez les enfants, on va faire le décor d'Armageddon, tous ensemble. Non mais là t'as pas tort Tamio là-dessus, c'est vrai qu'on est en 2016, c'est le temps du numérique, tout ça. Mais bon, c'est pas parce que c'est le temps du numérique qu'on peut pas inclure des décors en matière non numérique, quoi. Enfin, je veux dire, on peut très bien garder du numérique et mélanger les deux, par exemple. Ah oui, oui, là-dessus, on est d'accord. Mais je pense que là, encore une fois, Vince, c'est plus du genre, oui, mais non, regarde, moi, je t'amène le pognon. C'est pas beau, tous ces écrans. Voilà, le pognon, c'est ça tout, toute une affaire de business de toute façon. Quoi, Business et budget. Jusqu'à quoi la qu'il jupe du ring maintenant qui est numérique, quoi. Ouais, ça, Oui, par contre, alors ça, tu vois, par contre, la jupe du ring, je trouve que c'est trop. ouais, moi j'aime bien quand ça fait pour les titans tronches, ça fait stylé. Ouais, moi aussi, je trouve ça vraiment joli. Pour les Ouais. entrées des catcheurs, pour le show en lui-même, tu vois, je suis d'accord avec toi, Tammy. Mais du côté des entrées, quand tu vois que le gars il arrive et que t'as son nom sur Hmm, sur les côtés du ring, je trouve ça bien. hmm. Ah oui, Mais, là-dessus, oui, mais c'est trop. Moi, je trouve que c'est trop. mais même en 2011, on avait toujours l'aspect pur numérique. Et encore, ils arrivaient à nous changer tout ce qui est Minitron et tout ça. Ils arrivaient, bah, par exemple, je sais pas si vous faites l'image de Money in the Bank 2011, comme on est dans le thème, ou tous des jeux du genre, ou même le Minitron, voilà, c'était pas du même format, ou c'était pas le même type. Et rien que ça, c'était bien. Ouais. Ah, je suis d'accord. Si je ne dis pas de bêtises, Money in the Bank 2011, il me semble que c'est le premier où ils avaient ramené les deux camions de transport Ouais. d'argent. 2010 Non, aussi. 2010, ouais. Il y avait 2010 aussi. déjà les forums blindés. Non, mais après, si tu veux vraiment des beaux décors, tu peux aller voir du côté de la TNA, ils en ont des magnifiques. Tellement magnifiques qu'il n'y en a pas. Faites pas chier. Bon, en même temps, ils ont plus d'argent pour en acheter. Ils ont déjà du mal à acheter des lutteurs, alors. Mais si, ils achètent des lutteurs, ils vont regarder les fonds de poubelle, la WWE, ils font ah, tiens, toi, Il y a bientôt tiens. Adam Rose qui devrait arriver, non? Ah, bientôt, oui. Ça devrait pas Ah. tarder. Bon, on dévie un petit peu de la question. Avez-vous autre chose à ajouter sur cette question? Non. Non. Bon, Hmm. et ben on va passer à la dernière question. Une question qui nous a été posée par un fan et qui nous demande ce que l'on pense du retour de Randy Orton. Qu'est-ce que Randy Orton fera à son retour? C'est une bonne question, hein, parce qu'on ne sait pas du tout dans quelle direction il peut aller. Titre mondial, titre mineur, titre intercontinental, ou alors simple rivalité. Et je dirais surtout, c'en est un qu'on a tendance à oublier parce qu'on a Seth Rollins qui est revenu, on a Cena qui revient. À côté, il y a eu l'histoire des messages cryptés sur Twitter. Au final, on en vient à l'oublier, ce petit Orton, comme Bray Wyatt d'ailleurs. On en vient à l'oublier aussi. Mais c'est vrai que ces deux-là font partie de la liste que Vince a annoncée pour le mois de mai. Enfin, là, il a intérêt à se dépêcher parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Pas dit sous 30 jours. Donc, normalement, Orton devrait bientôt en revenir. Mais c'est Juste, excuse-moi de te couper, mais juste pour revenir sur la liste des 13 lutteurs, il a annoncé qu'il reviendrait les 13 au mois de mai? Non, les 13 lutteurs qu'ils arrivent, il dit que c'est les 13 lutteurs
La liste des 13, c'est les 13 lutteurs qui viendraient de NXT. Et C'est oui, sur je 30 ne parle jours, pas de et la je liste. pense que la plupart viendront après Takeover. D'accord, ok. Et oui, pour ma part, je ne parle pas de la liste des 13 parce que Vince, dans une interview, avait annoncé que Rollins, Cena, Bray Wyatt et Randy Orton étaient attendus aux écrans avant fin mai. D'accord, ok. Et Peut-être qui sait, c'est pour ça d'ailleurs que c'est la magie de l'enregistrement. Peut-être que Orton va revenir, il est peut-être revenu hier, pour les personnes qui nous écouteront mardi, peut-être qu'il est revenu hier. En tout cas, hier, c'était vraiment un bon Raw, hein. Moi, j'ai adoré. ah, j'avoue, un must-see. Mais pour le cas Orton, c'est vrai que ça reste quand même assez flou. Clairement, il se fait oublier parce que, encore aujourd'hui, quand on parle d'Orton, on aime bien le chambrer sur sa blessure à l'épaule parce que voilà, Ah voilà, c'est cool. Moi je trouve que c'est une ça, belle blessure. ça reste la plus belle blessure made in WWE, je pense. Après c'est peut-être in kayfabe, peut-être in storyline, peut-être que Orton va avoir répété que Juke the Dumpster Drowsy dans un trash bag in the pole match. Hein. Donc, tu vois, Ambrose qui va se ramener avec des poubelles. Et ça, oh, un test de soulevé de poubelle. Vas-y, Sponty, sauve la poubelle. Oh, je me suis blessé. Ah, mon épaule. Tu dois ramener la poubelle vers le Minitron. Mais pour revenir plus sérieusement sur le sujet, c'est vrai que je réfléchis par rapport à la review d'Extreme Rules, ce qu'on a déjà en tête pour Money in the Bank et d'annoncer aussi. Je me dis qu'Orton, mais en fait, on peut le caser nulle part. La seule place que je lui trouve, c'est bon, avec SmackDown, Rousseff, je pense que Titus O'Neil va venir après derrière. Je sais pas. Je vois bien au final un petit John Cena partir vers The Miz et à côté, allez, Randy Orton dans le Money in the Bank. Orton Money in the Bank, il le gagne. Non. Et il encaisse sur Roman Reigns. Non. Parce que Randy Orton, c'est le meilleur, il mérite toutes les ceintures. Pas oublier ça. Randy Orton, je pense que c'est le genre de mec qui a pas besoin d'un Money in the Bank pour avoir un match de championnat. Il a besoin d'un championnat intercontinental. Surtout qu'il a déjà eu la mallette en plus. Oui, 2013. Ah Et vu ce que oui, ça a donné attention. après. Là, pour la mallette, c'est Monsieur CM Punk à le record. On a rayé AJ Lee, mais ce CM Punk apparaît toujours. Alors vite, vite, faut le faire disparaître. Bah non, ils ont plus le temps, hein. Ouais, Ah, ils vont donner ça à Del Rio. ils ont l'air moins Hum. stricts hein, quand D'accord. même au sujet de CM Punk. Hein. Oui, c'est moins Oui, strict. c'est le truc que je trouve bizarre, qu'ils ont plus rayé de leur histoire AJ Lee que CM Punk, alors qu'elle a moins fait que CM Punk. Ouais. La pauvre, elle a juste été sa femme. Bam, dégage. Et comment ils l'ont rayé en nous foutant Nikki Bella à la place, quoi. Putain. C'est ça. Ah, et oh, on arrête les fans frustrés, il y en a marre là. Allez, Faut juste Charlotte, vite, vite, efface-nous ça. Elle ne pourra pas, Charlotte, l'effacer. Malheureusement, la plus longue diva championne de tous les temps, ce sera Nikki Bella pour Ah toujours. oui, bah oui, du coup. Non, jusqu'à ce que dans 10 ans, ils vont remettre le titre féminin. Titre diva. Ils vont le remettre dans 10 ans. Ce sera la fille de Charlotte. WrestleMania 43. Avez-vous autre chose à ajouter sur le retour de Orton? Parce qu'au final, on a encore beaucoup dévié. Donc, en conclusion, où est-ce que vous le metteriez? Plus vers le titre mineur, donc. Non. Moi, je le mettrais vers le titre majeur, honnêtement. Enfin, soit dans le titre majeur, soit avec des rivalités, ou il y a quelqu'un qui, bah, pourquoi pas Papa Wyatt, ou je sais pas qui vient le faire chier, puis voilà. Sachant que il y avait eu un début avec Orton, non? Comme quoi, et je sais pas si c'est blessé après, justement, où Bray Wyatt a agressé Orton avec la Wyatt Family, après Night Champion. Attends, que je te dis. Je sais plus quand, mais il a agressé Orton, ou avant, je sais plus. Ils ont agressé Orton, donc pourquoi pas, ça pourrait continuer. Bah tiens, je vais te laisser le temps de chercher parce que j'ai une autre idée en tête personnellement. Enfin bon, moi je reste figé sur mon idée. Mais pour moi, en fait, Orton et Cena, je pense qu'il va y en avoir un pour le titre intercontinental, l'autre dans le Money in the Bank. Vu que les deux devraient revenir vite, bah déjà Cena est revenu à Raw. Et ouais, Orton, je sais pas, j'arrive pas à le caser quelque part. Bah, En vrai, je bloque. Orton dans le Money in the Bank, je pense que ça passe. Ça passe mieux que Cena. Par Ouais, contre, c'est vrai. Cena pour le titre intercontinental, moi je le vois pas du tout. Il faut que Cena devienne de Grand Slam Champion, voyons. Bah, honnêtement, moi je verrais plus Cena champion intercontinental comme il a été champion des États-Unis que Orton champion intercontinental. Je trouve que ça serait un peu bizarre. Ou alors Orton champion des États-Unis. Après Titus O'Neil. Ah non, pareil. Orton, on le voit pas avec un titre mineur.
Bah non, il a juste été une fois un champion mineur intercontinental en 2003-2004, mais c'est vrai qu'après, il a tout le temps tâté du titre mondial. Bah, Ouais. l'air de rien, j'aurais tendance à penser que ça peut être la surprise. Regarde, en 2015, qui aurait vu Senna faire un run aussi bon avec le titre des États-Unis? C'est vrai. On est tellement habitué à le voir avec un titre mondial qu'au final, après, on voit plus les champions mondiaux devenir champions mineurs. C'est une allusion. Donc, bah, c'est un petit peu une question sans réponse, hein, puisqu'on est vraiment indécis sur Randy Orton. Donc, peut-être que quand vous allez écouter ce podcast, Randy Orton aura fait son retour à Raw, c'est possible, puisque nous tournons cette vidéo le samedi avant le Raw de cette semaine. Donc, nous n'avons aucune réponse à un possible retour de Randy Orton à Raw. Et je pense qu'on a tout dit. Donc, nous allons passer à la dernière rubrique de ce podcast numéro 23 et ça va être la chronique de la semaine. C'est parti. Et pour la chronique de cette semaine, nous allons donner la parole à Louis qui nous a préparé une chronique de haut niveau, croyez-moi. Enfin, haut niveau, c'est juste le titre qui fait haut, hein. Bon, j'y vais. Alors, mon thème aujourd'hui, donc c'est le top 7 des phénomènes à la WWE qui remettent en question la société et qui montrent ses méfaits. Donc, alors dans ce top 7, je vais essayer de vous remettre en question avec la WWE, vous mettre quelques exemples avec la WWE, comme quoi il y a des points communs avec la société actuelle. Après, soit là c'est volontaire avec la WWE, soit ça ne l'est pas. Alors, numéro 7, la révolte. Donc, ah oui, juste avant de commencer, je tiens à dire que le numéro 7 n'est pas moins beau que le numéro 1. C'est voilà, c'est tous les 7 à égale distance, quoi. Enfin, ils sont égaux tous les deux, tous les 7. Alors, numéro 7, la révolte. Donc déjà, on peut dire qu'un seul nom, CM Punk. Bon, c'est sûrement l'exemple auquel tout le monde s'attendait, mais il vaut la peine d'en être parlé un petit peu. En effet, lors du juillet 2011, CM Punk remet soudainement la WWE en question. Celui-ci prouve qu'il n'a pas peur de s'exprimer, mais le plus important reste qu'il nous démontre à quel point il est capable d'aller avec des mots pour dénoncer les bémols de l'entreprise auquel il travaille. Il arrive donc à nous prouver à quel point il faut avoir un air de révolte pour pouvoir montrer aujourd'hui à son patron sa place et son avis sur cette entreprise. Mais attention tout de même à l'intensité des mots, car comme le disait Horace, une parole une fois lancée ne peut revenir. Donc la WWE, dans ce thème-là, dénonce que pour la plupart du temps, on est obligé de dire avec des mots forts pour faire comprendre aux personnes le monde du travail et leurs ressentis. Numéro 6, le pouvoir. Imaginez-vous, vous êtes en cours, tout simplement, vous travaillez, mais il se trouve que le professeur en face de vous a tort et que vous aviez raison. Bon, c'est assez rare, mais ça arrive. Ce moment arrive parfois, mais bon, en conclusion, le prof aura toujours raison. Bon, si on peut venir à la WWE, le cas de Daniel Bryan en 2013 en est le parfait exemple. Il montre qu'avec plusieurs victoires, il sera toujours inférieur à son patron au niveau du pouvoir, que The Authority aura toujours une raison grâce à leur statut. Comme le disait Platon, la plupart des hommes au pouvoir deviennent méchants. On n'irait pas jusque-là, mais cela a parfois une raison d'être cité. Il peut y avoir d'autres cas comme celui-ci de Roman Reigns, où même son honneur était remis en jeu. Le cas de Daniel Bryan ou de Roman Reigns montre alors que la raison dans certains domaines appartient surtout au pouvoir et au statut. Numéro 5, la méchanceté. Nous pouvons prendre l'exemple de Stephanie McMahon, même si parfois elle peut être très gentille, elle peut montrer parfois et dénoncer la cruauté de l'homme dans ce monde. Je pourrais citer un exemple où elle saute de joie quand elle voit Mick Foley chuter du très haut lors de Hell in a Cell à No Way Out 2000, mais encore plus à l'heure de Raw où elle force au Big Show de rejoindre The Authority en le prenant par les sentiments au point de le mettre en larmes. Mais parfois elle peut se montrer gentille en même victime à certains phénomènes. D'après un proverbe de moi-même, il faut être victime pour avoir une raison de méchanceté en nous. Stéphanie est donc une personne qui peut être gentille et parfois dit des choses cruelles. C'est donc l'un des personnages de la WWE les plus utiles et intéressants à analyser. Mais il y a aussi beaucoup de méchanceté grâce à que l'on a, comme par exemple la vente tardive d'Alberto Del Rio en 2011 avec ses voitures de fortune. La WWE dénonce donc la méchanceté de l'homme dans cette société, qu'il soit physique, sentimentale ou matérielle. Numéro 4, l'impatience. En effet, beaucoup de catcheurs peuvent nous dénoncer l'impatience. The Authority est aussi un bon exemple pour parler de cette impatience. Ne voulons pas avoir tel champion ou tel type. Daniel Bryan est le bon exemple, ou encore Dean Ambrose, ou encore ce fameux Roman Reigns. Mais malheureusement, beaucoup de catcheurs veulent être champions trop tôt. Mais le pire, ce sont les conséquences de cette impatience. Par exemple, le cas du Miz qui a voulu briller trop tôt et que maintenant, pas n'a remonté la pente, même s'il est champion intercontinental actuellement. L'impatience montre qu'il peut y avoir des problèmes quand on veut briller ou faire briller quelqu'un trop en avance.
Et nous pouvons avoir aussi une réponse au pourquoi du comment certains catcheurs souhaitent démissionner de la WWE. La patience est la seule raison. Le fait de penser que l'on n'a pas assez mis en avant, que l'on n'est pas assez mis en avant, ou que l'on n'est pas assez bien booké à leur goût. Même si parfois cette impatience peut être très longue. Bon, d'après encore un proverbe de moi-même, décidément, la patience veut souvent se terminer par la violence. La WWE dénonce que nous vivons dans cette société trop pressée, que ce soit sur la route par exemple, ou dans la vie quotidienne et dans beaucoup de domaines d'ailleurs. Numéro 3, la violence. Bon, prenons l'exemple du Shield. Bon, d'accord, ça fait 3 personnes, mais bon, on considérera comme un seul cas. Sans retracer la carrière du Shield, ils sont fait une arrivée en 2012 qui montre une violence extrême. En effet, cela montre que la violence se trouve de partout, aussi bien qu'une chamaillerie entre frères et sœurs, ou encore dans la rue ou dans beaucoup de moments. Elle peut dénoncer aussi les attaques des personnes dans la rue en bande contre une seule personne, ce qui arrive très régulièrement à l'heure d'aujourd'hui. On pourrait aussi citer la Nexus en 2010 et prendre en compte que comme toutes les personnes de ce groupe ne se ressemblent pas, un homme violent est de partout, peu importe à sa ressemblance. Mais comme le disait Gandhi, la non-violence est la loi de notre espèce, comme la violence est la loi de la brute. La WWE dénonce que la société dans laquelle on vit et la violence est de partout et qu'il y a tout type de violence, comme par exemple l'harcèlement interne ou par exemple un homme qui bat sa femme. Orton face à Triple H en 2009 est une bonne illustration d'harcèlement interne d'ailleurs. Numéro 2, la dépendance. Par exemple, Seth Rollins. Quel exemple? En effet, lors de son passage en solo, Seth Rollins nous démontre la lâcheté et la dépendance que certaines personnes peuvent avoir. Seth Rollins nous montre 2 cas, de lâcheté ou de dépendance. La première est la lâcheté de la raison pour une bonne solution pour sa personne sans nuire aux autres, comme des moments où il fit de se faire frapper violemment par des personnes contre lui. La deuxième lâcheté est pire car ce n'est pas à vouloir assumer un statut et prêt à tout faire pour ne pas avoir de responsabilité. Il dépend aussi de beaucoup de The Authority, s'attendant à avoir de l'aide à chaque bémol, ce qui est le cas de chez certaines personnes de notre société. Fuir des occasions ou ses responsabilités. Nous pouvons aussi prendre le cas de Charlotte, qui est la parfaite démonstration d'une dépendance envers son père. Mais bon, d'après Francisco de Quevedo, pour vivre tranquille, il faut être complètement libre ou complètement dépendant. Seth Rollins ou Charlotte montre que le manque de responsabilité dans la société est toujours dans le monde d'aujourd'hui et qu'il y est beaucoup plus fréquent qu'on le croit. Et le numéro 1, l'injustice. Bon, l'injustice est malheureusement peu discutée à la WWE, mais nous pouvons prendre le cas le plus connu, celui-ci de Jeff Hardy, qui n'a pas eu de chance avec beaucoup de moments dans sa vie surtout. Après son accident, l'incendie de sa maison ou encore la perte de sa mère et de son chien, dont il s'y tenait beaucoup, puis en plus la rivalité avec son frère emplie de jalousie n'a pas fait arranger grand-chose. Mais pour tomber sur quelqu'un avec des leçons de morale qui n'est que tout autre que CM Punk, ne fait que de l'humilier. Malgré lui, cette injustice, il est aussi l'exemple de la plupart des phénomènes cités auparavant, la révolte, la méchanceté, l'impatience, la dépendance et la violence. Jeff Hardy nous montre très bien les conséquences de cette injustice, et donc, d'après Jean Marais, ma vie est une énorme injustice, je suis trop heureux. Jeff Hardy nous démontre que le nombre de problèmes, d'horribles situations dans la société qui n'ont pas été résolus, et malheureusement ceci est très récurrent aujourd'hui. C'est terminé? C'est terminé. Bravo Louis, bravo. Alors on se demande des fois jusqu'où tu vas chercher tout ça. Mais vraiment c'est très intéressant. Ma tête. Parce Monsieur est modeste en disant qu'il n'y a que le titre qui vole haut. Ouais. Waouh. Et ben encore félicitations Louis, hein, notre sociologue. Merci. Tom, Oui. qu'as-tu pensé de cette merveilleuse chronique? Bah, j'ai rien à dire, c'est génial. J'adore. Merci, Voilà, merci. on n'a rien à rajouter tout simplement, hein. Je pense que tu as tout dit et les liens sont vraiment bien trouvés, bien cherchés. Et tu as encore dû travailler comme un dingue pour nous proposer ça, je pense. Ah bah pour t'avouer, beaucoup moins que la première chronique. Ah, Bah j'ai eu plus d'inspiration pour celle-là, tu vois. bah dis donc, je sais pas où tu la trouves ton inspiration, mais bravo. C'est ainsi que va se terminer ce podcast numéro 23. Nous avons abordé énormément de sujets. Il a dû être un petit peu plus court que le dernier, je pense, mais bon, tout de même. Je vais remercier Tom, Louis et Tamio d'avoir participé à ce podcast. Un grand merci à Tom et Tamio qui nous ont bien dépanné ce soir à cause de l'absence de Guillaume et Melvin. Donc merci à vous deux et merci à Louis également. Y a pas de quoi. Mais de rien.
Je remercie également tous ceux qui ont suivi cette émission jusqu'à la fin. Si vous avez apprécié l'émission, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, n'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Encore une fois, merci à vous. Vous retrouverez dès mardi prochain à 20h Guillaume au rênes de ce podcast. Je rejoindrai mon rang de chroniqueur aux côtés de Louis et Melvin. Allez, on se retrouve mardi prochain. Bye tout le monde. Ciao. Bye. Salutations.